Il faut vraiment, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est le pouvoir des paroles. Parfois, on ne réalise pas que les paroles sont vraiment puissantes. Il y a vraiment un pouvoir. Puis vous allez comprendre que c'est un pouvoir qui peut être utilisé dans les deux sens, c'est-à-dire pour le bien, mais aussi pour le mal. Donc, on va commencer avec la table de matière. On connaît l'arbre à son fruit, la communication orale, l'inconscient freudien, je parle, tu parles, il parle, les commérages, le dénigrement, le pouvoir des paroles. Donc, avec ces items ici, on va passer au travers. Je suis pas mal sûr que ce sont des choses que vous connaissez, mais je pense que c'est toujours important qu'on puisse en parler. Parfois, on oublie certaines choses dans notre vie de tous les jours. Donc, si on commence avec « on connaît l'arbre à son fruit ». L'arbre qui produit de mauvais fruits n'est pas bon. Et l'arbre qui produit de bons fruits n'est pas mauvais, car chaque arbre se connaît à son propre fruit. Peut-être vous connaissez ça. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant en tire de mauvaises du mauvais trésor de son cœur. Car la bouche parle de la plénitude du cœur. Donc ça vient de l'évangile de Luc. Puis je trouve important ici qu'on regarde vraiment la fin ici. La bouche parle de la plénitude du cœur. Ça, c'est important pour nous en tant que personne qui va parler ou qui va dire quoi que ce soit. Mais c'est important aussi pour qu'on réalise quand on entend les gens à côté de nous, quand on entend ce qu'ils disent, on peut avoir une idée qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'ils disent là, dans la plénitude du cœur de ces personnes-là. Ça nous permet quand même de avoir une idée de quel état cette personne est. Souvent, des mots durs vont indiquer que la personne a des difficultés internes qui sont traduites, disons comme ça, dans ces mots. Mais c'est une alerte importante pour nous, là. Si on fait attention, si on suit d'une façon, disons, impartielle, c'est que nous, disons, on peut évaluer ce qu'on a en dedans de nous. Puis là, dans le spiritisme, on va toujours parler la connaissance de soi, connais-toi toi-même comme étant une chose peut-être la plus importante. Donc, si on suit ce qu'on dit, puis vous savez très bien, parfois, on dit des affaires sans vraiment réfléchir, dans des situations où peut-être on ne pensait même pas dire quoi que ce soit, mais ça sort. C'est dans ces moments-là qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a dans le cœur, parce que qu'est-ce que ça fait de sortir ce genre de commentaires. Puis si on parle de la plénitude du cœur, si on veut améliorer soi-même, si on veut être quelqu'un de meilleur, il faut quand même qu'on commence à travailler avec ce qu'on a dans notre cœur. Parce qu'en fait, ce que Jésus nous disait, c'est que il est venu sur terre pour implanter le royaume des cieux dans les cœurs des gens. Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, en regardant, en prêtant attention à ce que nous-mêmes on dit, nous-mêmes nous disons, on va comprendre certaines choses. OK? Puis là, il y a une autre chose aussi. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quand on entend ça ici, quand on voit ça ici, il va nous dire qu'avec les paroles, on peut être justifié ou condamné. Puis on comprend très bien ça, parce que finalement, dire des choses, utiliser des paroles, on peut les utiliser dans toutes sortes de situations, mais on peut aussi choisir de se taire. Puis on va parler un petit peu aussi sur cette idée
Quand on parle de pouvoir des paroles, il faut aussi comprendre c'est quoi l'importance de se taire, de ne pas utiliser des paroles. C'est sûr que de notre façon de vivre, de notre manière de vivre en société, souvent on va essayer de parler plus fort que les autres, on va essayer de s'imposer, mais il faut faire très attention. Dans ce qu'on lit ici présentement, c'est nos paroles qui vont être utilisées pour nous justifier puis nous condamner. Mais quand on dit le jour du jugement, c'est très symbolique, ça peut être tout simplement le moment où nous-mêmes, on va réaliser ce qu'on est, c'est quoi notre état d'évolution. Et entre guillemets, on va faire nous-mêmes un jugement, auto-jugement, disons comme ça. Puis là, on va pouvoir évaluer nous-mêmes. Puis à ce moment-là, on va pouvoir nous souvenir, on va se souvenir des choses qu'on a dit. Puis ça arrive souvent. Il y a des choses qu'on a dit puis qu'on regrette d'avoir dit. Puis il y a des choses qu'on regrette de ne pas avoir dit. Il y a certaines situations où on regrette de ne pas avoir dit un mot. C'est pas nécessairement une bonne chose, parce que ça peut être aussi de l'omission. OK? Moi, j'ai apporté ici un petit schéma. Moi, j'aime beaucoup les images, puis j'ai trouvé cette image-là, je l'ai trouvée intéressante, qui explique un peu comment fonctionne la communication orale. Puis, vous allez voir dans ce que je montre ici, dans ce qu'on va discuter avec ce petit schéma-là, on va voir que la communication orale, elle est, comment je dirais ça, là? Elle n'est, disons comme ça, elle n'est jamais parfaite. Il y a toujours des pertes. Parce qu'en fait, ce que j'appelle ici l'émetteur, c'est la personne à gauche qui a une idée, excusez, puis elle veut communiquer cette idée à l'autre personne. Donc, c'est une idée dans sa tête, puis qu'elle doit transformer, c'est ce qu'on appelle ici le codage, on va transformer cette idée dans des paroles. Dans notre cas, normalement, ça va être des paroles en français. Donc, l'idée qui était quelque chose, disons, on pourrait dire complexe ou intégral dans notre tête, par le codage qu'on fait de cette idée, on perd déjà des choses parce qu'il faut transformer l'idée dans des paroles. Là, on va parler. Donc, les paroles vont se rendre à la personne qu'on appelle ici le récepteur. Cette personne va prendre le message qu'on vient d'envoyer, puis va faire le décodage, c'est-à-dire elle va extraire de ce message-là l'information qui est là-dedans. Mais c'est sûr que ce que j'avais dans la tête quand j'ai dit quelque chose, je peux vous assurer que c'est très difficile que ça arrive à la tête du récepteur d'une façon intégrale. D'abord, le fait de transformer dans des mots, on perd déjà l'information. Le fait d'être décodé par quelqu'un d'autre qui a des valeurs, qui a une expérience, qui a une façon de vivre, de voir les choses différentes de la nôtre, rien que ça fait déjà que le décodage que cette personne va avoir, ça va être une chose différente. Donc, qu'est-ce que je veux montrer par ici? C'est pas parce qu'on dit une chose que le message est sorti puis est arrivé dans la tête de l'autre personne. C'est pas vrai que ça se passe si clairement que ça. Puis j'ai fait ici un petit exemple simple, là. Le monsieur à gauche, il veut faire une salade de fruits, donc il va parler à l'autre personne. Ah, je veux faire une salade de fruits. Puis il va créer ici 4 fruits qu'il veut utiliser dans sa salade de fruits. Mais au moment où on va transformer ça dans des mots, il ne faut pas oublier, on a une voix, on a des problèmes de diction. La personne qui va nous écouter peut avoir des problèmes d'audition. La diction qu'on va faire, ça peut être mal comprise de l'autre côté. Donc, rien que ça, le message, aussitôt qu'il sort, il y a peut-être un bout qui manque. Puis avant même que le message arrive à l'autre, il y a déjà un bout qui manque. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on sait que je voulais dire le mot pomme. Dans ma tête, j'avais ce mot-là. Mais pour une raison quelconque, j'ai oublié. Ou carrément, quand j'ai dit le mot pomme, c'est sorti
croche. Donc, le mot, il fait pas partie du message en tant que tel. La personne qui reçoit le message, elle va peut-être trouver une façon de remplir le trou qui est ici, puis il va mettre quelque chose d'autre. Donc, vous voyez très bien, l'image que j'avais est arrivée d'une façon modifiée. Puis dans la majorité de nos communications avec les gens, c'est ça qui va se passer. Puis il faut qu'on ait la conscience de ça. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que l'information est arrivée. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ou pour minimiser ça? On répète des choses. On pose des questions à la personne à qui on vient de parler. Est-ce que tu as bien compris ce que je dis? Ou la personne elle-même nous pose des questions. Est-ce que tu as dit vraiment ça? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Puis ça va causer une réaction. Dans le cas que je vous montre ici, ben, la réaction, elle est toujours une interaction en temps réel. Ici, c'est genre anodin, on parle d'une salade de fruits. Mais quand on veut communiquer des idées personnelles, des opinions personnelles sur un sujet quelconque, quand on produit le message, puis la personne comprend quelque chose de différent, normalement, ce qu'on a comme première réaction, c'est de dire comment ça, cette personne ne comprend pas ce que j'ai dit? Vous voyez très bien que ce n'est pas nécessairement la faute à cette personne, c'est la communication qu'elle est. Il y a des erreurs de communication qui sont inévitables. Donc, on essaie de minimiser ça, puis moi, je fais ça assez souvent. Pour générer le message, je prends tous les soins que je peux pour que mon message soit le plus complet. Pour que les gens qui m'écoutent puissent recevoir ce message-là de la meilleure façon possible. Dans le cas présent que je vous parle, je mets des petits dessins, je mets les mots écrits pour qu'il n'y ait pas de confusion, là, pour m'aider à passer le message. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de mots qui sortent de ma bouche qui ne sont pas écrits, qui ne sont pas présentés. Puis c'est normal que les gens qui vont recevoir le message vont teinter, disons comme ça, ce message par sa propre expérience, sa propre façon de voir les choses. Puis, une autre chose très importante, quand on est quelqu'un qui génère le message, il faut qu'on s'attende à que la réaction ne soit pas exactement ce qu'on cherchait comme réaction, ce qu'on attendait comme réaction. Parce que là, on parle avec quelqu'un d'autre. Donc, rien que ça, le fait de parler avec quelqu'un d'autre qui a une vision différente du monde, qui a une expérience différente, fait en sorte que la réaction va être peut-être une surprise. On peut pas, on peut avoir une idée de la réaction, mais on ne peut pas savoir. Puis là, on rentre dans ce qu'on appelle l'interaction en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne va réagir, puis moi, quand je reçois cette réaction, je vous assure, normalement, ce qu'on a, c'est qu'on a comme cette genre colère ou impatience. Comment ça, la personne ne comprend pas ce que j'ai dit? Mais c'est normal, il faut qu'on répète. Puis ceux qui ont des enfants comprennent très bien, là, quand on parle aux enfants, on va dire des choses, puis dans certains cas, ils vont faire semblant qu'ils ne comprennent pas. Puis leur réaction va être ce semblant, ou ça se peut que vraiment ils ne comprennent pas. Parce que le vocabulaire d'un enfant, c'est beaucoup plus réduit que le nôtre. Donc tout ça, ça fait en sorte, puis c'est ça le message que je veux vous passer. Pour la communication orale, il faut être patient, il faut être prêt à répéter des choses, il faut être prêt à présenter les choses d'une autre façon. Ceux qui ont déjà eu l'expérience comme enseignant, moi j'étais enseignant pendant plusieurs années, c'est le cas des étudiants qui comprennent mal comment on explique les choses, le sujet qu'on présente. Puis un prof, qu'est-ce qu'il fait quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Il choisit d'autres mots, il choisit d'autres images, il choisit une autre façon d'expliquer pour que le message passe. Et dans la vie de tous les jours, on ne nous voit pas comme des gens qui sont en formation. Mais avez-vous réfléchi que normalement, quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on veut former l'autre personne à propos de quelque chose qu'on connaît. On veut passer ce message-là. Puis la personne aussi veut passer son message. Donc, il faut qu'on soit ouvert
dans les deux sens. J'envoie un message, puis je reçois une réponse, puis qu'on soit prêt à retravailler ça si jamais le message ne passe pas. Puis c'est ça peut-être la plus importante information que je vous passe aujourd'hui. C'est exactement avoir toujours dans la tête le concept que la communication orale, elle est toujours on a toujours des difficultés parce qu'on est des êtres humains incarnés, puis on utilise des mots, puis des langues. Il y a des langues qui sont plus détaillées que d'autres. Donc, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup plus de mots en anglais, pardon, en français qu'en anglais. Donc, probablement, quand on va parler en anglais, si ce n'est pas notre langue maternelle, c'est encore pire. Vous voyez un peu là où est-ce que je veux venir? C'est vraiment compliqué. Puis tout ce qu'on va parler ici, il y a un rapport avec ça. Mais qu'est-ce que ça a un rapport avec le spiritisme? Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Donc, on va essayer de faire un lien avec le spiritisme parce que la communication se fait tout le temps, partout, y compris dans une salle de conférence en ligne comme on fait aujourd'hui. Donc, ce que je vous dis, peut-être, va arriver à vos oreilles puis va être compris d'une façon différente que ce que j'ai eu dans ma tête. Mais ça fait partie. C'est ça, la réalité. Il ne faut pas essayer d'ignorer ça, de minimiser ça ou d'essayer de se fâcher ou perdre patience. Non, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Donc, il y a des choses que j'ai trouvées sur Internet, c'est des messages psychographiés par Divaldo Franco, mais l'esprit qui a envoyé le message, c'est Johanna De Angelis. Donc, il y a certains extraits de ma présentation qui ont rapport avec ça. Donc, je vais vous lire une partie ici, par exemple. La parole est l'émission orale de la pensée, portant un contenu mental qui cherche à atteindre une fin. Cette histoire de dire des choses, dire n'importe quoi, tout simplement parce qu'on n'en veut pas se taire, c'est compliqué. Parce que même si dans notre message, on n'a pas vraiment cherché à atteindre une fin, la personne qui reçoit ça, elle va essayer de trouver ça. Elle va dire, pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Donc, même si on dit n'importe quoi, n'importe comment, il faut faire très attention parce que le message va être reçu puis va être interprété. La même chose dans l'autre sens. Quand on entend quelqu'un qui dit n'importe quoi, quelqu'un qui dit des choses qu'on ressent comme c'est des gens qui ne sont pas capables de rester en silence. Dans certains cas, il vaut mieux qu'on ignore un peu ce qui a été dit parce que sinon, on va se mettre dans une situation où on va essayer de trouver c'est quoi l'objectif de la personne. Puis là, c'est important. Si on a des préjugés envers cette personne, si on a comme des idées préconçues, qu'est-ce qui va se passer? On va associer les mots que la personne vient de dire à l'image qu'on a de cette personne. Donc, si on pense que cette personne est méchante, impatiente, intolérante ou futile, on va comme essayer de voir dans les paroles que cette personne dit une confirmation de notre opinion. Puis ça, c'est très grave. Vous allez comprendre que quand on essaye de juger les gens, c'est ça que Jésus nous disait, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Parce que c'est tellement facile. Puis on essaye de trouver des mots de la bouche de cette personne qui vont, confirmer notre opinion sur cette personne. Puis c'est ça qui est grave. Donc, la parole, cette émission orale, lorsqu'elle est chargée de sincérité et de foi, la parole agit comme une vibration qui affaiblit les forces négatives qui entourent l'individu, favorisant ses aspirations. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ici? Quand on va dire des choses avec sincérité et foi, on va générer une vibration qui va se répandre autour de nous-mêmes. Donc, Johanna De Angelis va nous dire que ça affaiblit les forces négatives qui entourent l'individu. C'est dans ce sens-là qu'on va dire que si cette parole-là est porteuse de pessimisme, de doute et d'accusation, la parole attire par syntonie mentale la maladie, l'ombre et l'antipathie qui finissent par atteindre celui qui l'extériorise.
Donc, on a les deux cas de figure, disons comme ça. Quand on dit des choses de sincérité, de foi, c'est positif. Quand on dit des choses de pessimisme, de doute, d'accusation, c'est le contraire. Mais ce que Joanna de Angelis nous dit ici, c'est que les paroles qui sortent de notre bouche, elles vont surtout atteindre à nous-mêmes. Si je dis des mots de pessimisme, de doute et d'accusation, il va dire ici que les paroles finissent par atteindre celui qui l'extériorise. Puis quand on essaye de crier après quelqu'un, quand on fait des accusations, c'est parce que notre intérieur, il ne peut pas se taire, il ne peut pas laisser passer des choses, puis j'accepte pas ce que cette personne dit. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va créer un climat très difficile, très pessimiste, très négatif autour de nous, qui va créer des problèmes pour nous-mêmes. Donc, pensons à ça avant de dire quoi que ce soit. J'ouvre une parenthèse. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire quand on écoute quelqu'un dire des choses qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas d'accord. C'est pas ça. C'est la façon qu'on va sortir ces mots-là. Si je ne suis pas d'accord, c'est ce que, je ne sais pas qui disait ça. Tout ce que tu vas dire aux gens, dis avec amour. Parce que l'amour que tu génères pour l'autre fait du bien à toi-même. Donc, il y a une autre chose importante dans nos paroles à nous, c'est ce que j'appelais ici l'inconscient freudien. Freud, il disait que l'inconscient a sa logique propre. En effet, celui-ci ignore la négation, le temps et la réalité. Donc, c'est ça, c'est Freud qui nous a dit ça, que l'inconscient, c'est notre partie cachée, là. C'est exactement ce qui n'est pas conscient en nous. Notre inconscient, il a sa logique propre, où il dit que notre inconscient ignore la négation, le temps et la réalité. Donc, notre inconscient, il n'est pas vraiment préoccupé de savoir si nos pensées sont liées à la réalité ou sont liées à la réalité ou le temps où on est, et aussi s'il y a de la négation. Bon, admettons, si j'imagine des choses pour mon inconscient, je ne sais pas trop là. Mais dans le cas que je vous parle aujourd'hui, c'est surtout sur la négation que je veux mettre en phase. Parce qu'il dit, l'inconscient ignore la négation en ce sens que tout terme qui s'oppose à un autre l'inclut en même temps. Donc, dire « je n'aime pas les bananes », par exemple, c'est une négation, mais le mot « banane » est là. Je ne veux pas mourir. Le mot « mourir » il est là. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a un exemple qui est très intéressant, qui va vous aider à comprendre. C'est Mère Teresa qui a dit ça. On m'a souvent demandé pourquoi je ne participe pas à des manifestations contre la guerre. Puis elle va dire, je réponds que je n'y participerai jamais, mais qu'à chaque fois que l'on organisera un rassemblement pour la paix, j'y serai. Donc, Mère Teresa ne veut rien savoir du mot guerre, parce que s'il y a une manifestation contre la guerre, c'est l'idée de guerre elle-même qui est dans notre tête. Mais elle a dit, elle va participer à chaque fois qu'on va organiser un rassemblement pour la paix, parce que c'est le mot paix qui est là-dedans. Gardez ça dans votre tête, puis à chaque fois que vous allez dire quelque chose, souvenez-vous de ce que Freud nous a dit avec cette explication-là. Donc, un mot en tant que tel, quand on met le non après, quand on fait une négation, le mot, il est là. Donc, ça va nous faire essayer de dire des mots qui ne sont pas des mots, disons, avec, disons comme ça, là, une vibration négative, disons comme ça. Donc, on ne va pas utiliser le mot guerre, on va utiliser le mot paix. Mais si vous voyez très bien ce que Mère Teresa nous dit, en fait, l'objectif de la manifestation, c'est presque le même. Ici, ce qu'on va à une manifestation contre la guerre, c'est parce qu'on veut arrêter les guerres. Puis une manifestation pour la paix, c'est parce qu'on veut étendre la paix partout. C'est pas identique, ça se ressemble beaucoup,
Donc, c'est à nous, avant de parler de quoi que ce soit, de penser à ça. Quel mot je vais choisir pour dire ce que je veux dire? Je trouve intéressant qu'on ait ça dans la tête, puis on va combiner ça avec ce que j'ai dit tantôt, là, que la communication orale, elle est toujours difficile, elle a toujours des difficultés, il y a toujours des pertes. Donc, on combine notre communication quand c'est notre tour de parler, qu'on puisse penser à ça. Puis là, il y a une troisième chose, peut-être une chose très importante, peut-être la plus importante aussi, mais c'est drôle que à chaque fois que je présente des choses, je dis que c'est la chose la plus importante. En tout cas, je me perds dans ma propre façon de présenter les mains. En tout cas, là, ça vient du livre des esprits. Puis là, j'appelle ça, cette partie-là, je parle, tu parles, il parle. Vous allez comprendre pourquoi j'ai écrit ça. Au livre des esprits, question 459, ça c'est une question qu'on présente souvent dans nos présentations. Les esprits influent-ils sur nos pensées et sur nos actions? La réponse, sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. On déteste lire ça, on déteste voir que dans le livre des esprits, ils disent que c'est les esprits qui nous dirigent. Mais on ne peut pas oublier qu'on est toujours entouré d'esprits. On a toujours des esprits autour de nous. Puis on sait très bien que notre façon d'être, notre vibration, comme on dit, va attirer des esprits. Donc, les esprits, ils sont à côté de nous pour différentes raisons, mais ils vont avoir une influence sur nous. Mais là, dans le sens des paroles qu'on va dire, les paroles sont créées d'abord dans notre mental, dans notre cerveau, avant qu'elles ne sortent. Donc, la question qui vient juste après, 460, la question est, avons-nous des pensées qui nous sont propres et d'autres qui nous sont suggérées? Si j'utilise les pensées que j'ai pour générer des mots, puis des paroles, puis des phrases que je vais parler, d'où viennent ces pensées-là? Puis la réponse ne peut être que plus claire. Votre âme est un esprit qui pense. Vous n'ignorez pas que plusieurs pensées vous arrivent à la fois sur un même sujet, et souvent bien contraires les unes aux autres. Eh bien, il y en a toujours de vous et de nous. C'est ce qui vous met dans l'incertitude, parce que vous avez en vous deux idées qui se combattent. Donc, quand il dit ici, il y en a toujours de vous et de nous, il veut dire, il y a toujours de nous, c'est-à-dire les incarnés, puis d'eux, ça veut dire les désincarnés. Imaginons qu'on est, dans notre esprit qui est incarné, on a des communications avec les autres esprits incarnés, mais aussi avec les autres esprits désincarnés. Donc, ce qu'il nous dit ici, c'est que ce n'est pas une exception, c'est normal qu'on ait des idées qui se combattent parce qu'on a une partie des idées qui c'est à nous, et on a une partie des idées qui sont à quelqu'un d'autre, qui viennent d'ailleurs. Puis c'est là que ça prend notre jugement sur ce qu'on pense, sur nous-mêmes, pour savoir qu'est-ce qu'on va dire. Puis quand je dis ici je parle, tu parles, puis il parle dans le pluriel, c'est que si on ne fait pas attention, quand on est dans un dialogue avec quelqu'un, ça se peut qu'il y a deux personnes incarnées qui sont une devant l'autre, mais ça se peut que les idées qui sont échangées, c'est des idées qui viennent d'ailleurs. Puis quand je dis il parle, c'est parce que il, ça veut dire les esprits désincarnés qui veulent nous influencer. Puis la question intérieure disait ça, c'est qu'ils génèrent beaucoup d'influence. Mais comment qu'on sait, là, je ne vais pas lire la question suivante là, qui parle de comment qu'on sait que c'est à nous, c'est pas à nous. Moi, ce que je fais normalement, c'est de dire, c'est quoi mes valeurs? Comment je veux voir le monde? Comment je vois le monde? Est-ce que je veux être quelqu'un de patient? Est-ce que je veux être quelqu'un je vais pratiquer la tolérance? Est-ce que je vais pratiquer l'amour du prochain? Donc, en ayant cette idée des valeurs que j'ai,
je peux très bien savoir si la pensée qui vient dans ma tête, elle a un rapport avec ce que je veux être, ce que je veux faire, ou c'est le contraire. Puis vous savez très bien, il y a des moments dans notre vie qu'on dit: «J'ai perdu la tête, puis j'ai dit ça ou c'est sorti de ma bouche, mais c'est pas moi qui parlais». Puis parfois, c'est vrai. Parfois, on va dire des choses qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc, c'est peut-être vrai que quand on dit: «J'ai perdu la tête, c'est sorti de ma bouche, mais c'était pas moi qui parlais». C'est peut-être vrai. Vous comprenez un peu? Puis là, on revient en arrière, puis on réalise: «Wow!» Puis le mot «perdre la tête», ça a un rapport avec exactement laisser, que les pensées qui viennent d'ailleurs prennent place, puis prennent le contrôle, disons comme ça. Donc c'est toujours important, ce que Jacques nous disait dans une des épîtres: «Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, puis lent à se mettre en colère». Puis ma mère disait: «On a 2 oreilles, puis une seule bouche». Ça nous indique qu'on doit écouter plus que parler. C'est ça qu'elle disait. Puis c'est vrai. Puis là, des gens vont dire: «Ouais, mais on va perdre les spontanéités, on va perdre la naturalité, on va toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on va on va dire». Oui! Est-ce que vous regrettez certaines choses que vous avez dites, avec, disons, dans une situation où c'est sorti comme ça? Oui, on a souvent des situations comme ça. Souvent, on va dire des choses qu'en fait, on ne voulait pas dire, mais c'est sorti comme ça. Puis comment qu'on fait? Ben, on peut continuer à faire comme ça, on peut réaliser qu'on doit être toujours prompt, soit prompt plutôt à écouter, lent à parler, puis encore plus lent à se mettre en colère. OK? Puis là, il y a un texte du livre que Monique nous a lu ce matin, La vigne des Lumières, puis j'ai pris certains extraits, c'est l'item 73, le chapitre 73 du livre. J'ai pris certaines phrases de ce texte, le commérage. Puis le texte dit à peu près ça: Dieu a créé le Verbe, l'homme a produit le commérage. De toutes parts, la parole est l'indice de notre situation évolutive. Il est indispensable de l'améliorer, de l'illuminer et de la dignifier. Regardez qu'est-ce qui est écrit ici. La parole est l'indice de notre situation évolutive. Donc, ça fait partie de notre évolution, améliorer, illuminer et dignifier ce qu'on dit. Ça fait partie. Puis tout ce que je vous ai présenté auparavant montre vraiment que si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, ça peut sortir carrément n'importe quoi. Puis dans le même texte, il va dire, chaque phrase prononcée par le disciple de l'Évangile doit avoir une place digne et adéquate. Ben, c'est qui les disciples de l'Évangile? Ben, c'est les gens qui travaillent à sa propre amélioration en se basant sur notre modèle et notre guide, Jésus, qui nous a laissé l'Évangile. En fait, ce n'est pas lui qui a écrit l'Évangile, mais l'Évangile, c'est son histoire à lui. Puis là, le texte va nous dire, le commérage, c'est du gaspillage. Et lorsque ce n'est pas le cas, ce n'est qu'un courant obscur de poison psychique menaçant les esprits valeureux et des communautés entières. C'est fort. Si vous avez le temps, après ma présentation, je vous suggère de lire le texte au complet. La vigne de lumière, chapitre 73. Ça nous met en contexte de notre vie sociale, puis ça nous montre la responsabilité qu'on a par rapport à ce qu'on dit. On n'est pas responsable de ce qu'on entend. L'information qu'on entend vient d'ailleurs, mais on est 100% responsable de ce qu'on dit. Après qu'on a dit quelque chose, c'est beau qu'on dise: «Ah, j'aurais pas dû, je regrette». Non, c'est déjà sorti. Donc le commérage, c'est quelque chose
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Est-ce que ça arrive dans notre vie de tous les jours qu'on commence à dire de mauvaises choses sur les gens? Oui. C'est là que la lumière rouge doit s'allumer dans notre tête. Hey, hey. Puis un autre mot, le dénigrement. C'est encore des mots qui vont être utilisés contre quelqu'un. Donc, il y a un petit texte ici, c'est génial, c'est pour ça que je vais vous apporter, c'est génial. Ça vient de Leandro Carnal, c'est un Brésilien écrivain, historien, professeur universitaire. Il est auteur d'un livre qui s'appelle Le dénigrement. Donc, imaginons la situation, il a été invité à une émission de télé pour parler de son livre. Donc, il y avait quelqu'un qui allait faire une entrevue avec lui. Donc, première chose de l'entrevue, hein, première chose, il arrive, l'intervieweur. Quelle horreur, professeur. Ces gens qui disent de mauvaises choses sur les autres. Ça commence comme ça. C'est quoi la réponse de Carnal? Exactement. Vous, en parlant de ces gens-là, vous faites du dénigrement. C'est-à-dire, vous vous considérez meilleur ou supérieur à eux. Imaginons la situation. En fait, le livre parle du dénigrement, puis la première chose que l'intervieweur fait, c'est exactement parler des mauvaises choses sur les autres. Donc, ça fait comme réaliser que c'est très facile de tomber, entre guillemets, dans ce piège-là. C'est très facile. Puis la personne, j'imagine, l'intervieweur, il voulait mettre celui qui allait être interviewé, mettre à l'aise, disons comme ça, essayer de faire une blague. Mais j'ai trouvé génial que l'auteur du livre a trouvé l'occasion exceptionnelle d'expliquer aux gens c'est quoi le dénigrement. OK, on a dit plein de, disons, mauvaises choses, de choses négatives sur les paroles. Mais écoutez, on a parlé un peu du côté négatif, mais on doit parler des belles choses sur les paroles. Puis aussi, une fois, là, j'ai trouvé cette image très intéressante, là, les mots, les paroles qui accueillent, qui font du bien. C'est pour ça que j'ai mis l'image, puis je suis quelqu'un qui dit une image vaut plus que 1000 mots. Donc, on voit très bien que de même façon qu'on peut avoir des paroles qui vont causer du tort et qui vont être négatives, il y a aussi des paroles qui vont être dans l'autre sens, dans le sens positif. Première chose, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, c'est le médium brésilien qui a écrit, qui a psychographié plusieurs livres. Puis son surnom, c'est Chico Xavier. Il a dit une fois qu'il allait créer un dictionnaire des paroles toujours aimables. Ceux qui connaissent un peu la vie de Chico Xavier, vous savez un peu c'est quoi. Si vous ne connaissez pas, je vous suggère d'aller lire un petit peu sur lui. Mais il disait que le prostitué, il n'utilisait pas ce mot-là, il disait que c'était des sœurs liées au commerce de forces sexuelles. Donc, le mot en tant que tel, il y a son énergie. Donc, il suggérait qu'on utilisait des mots différents. Il disait, plutôt que de dire des prisonniers, on va dire des apprentis. Il nous disait que plutôt que de dire adversaire, qu'on puisse dire nos amis motivants. Je trouve intéressant qu'ils nous disent, là, parce que le mot adversaire, quand on dit adversaire, c'est déjà ce sens de lutte, de combat. Mais quand on dit nos amis, puis motivant, ça change. On parle, disons, de la même personne, mais motivant dans le sens que c'est des gens qui vont nous pousser à l'évolution. C'est des gens qui vont nous montrer probablement notre mauvais côté. C'est souvent des choses que nos amis ne feront pas. C'est difficile qu'un ami va dire de mauvaises choses. Mais un adversaire, il n'attend pas à dire de mauvaises choses. Puis là, souvent, qu'est-ce qu'on va dire? Les mauvaises choses, c'est l'adversaire qui voit mal. Mais attention, un adversaire voit des choses que beaucoup de gens voient, mais il dit des choses que ce n'est pas tout le monde qui dit. Donc, prêtez attention à ce qu'ils disent vos adversaires, puis réalisez qu'est-ce qu'il dit là, d'où sort ça. Puis plutôt que de dire méchant, il disait ceux pas encore bons.
dans le sens de l'évolution, c'est bon de lire ça. Donc, il n'y a pas des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont pas encore bons. Vous voyez donc, c'est ça l'idée de pouvoir des paroles. Ça veut dire, on choisit les paroles qu'on va utiliser, on choisit la façon de s'exprimer, puis c'est un rapport direct à ce que j'ai dit au début, de quand on parle des choses négatives, les mots qui sont négatifs créent autour de nous de mauvaises choses, de l'énergie négative. Et quand on utilise des mots euh, lumineux, disons comme ça aide autour de nous. Mais regardez, c'est le même sujet qu'on parle. On peut choisir les mots qui vont être le plus adaptés à la situation. Et ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut mettre la personne à qui on parle en colère ou on veut essayer d'expliquer quelque chose? Là, il faut faire très attention. Souvent, on va être quelqu'un qui va vouloir tout apprendre aux gens. On va dire, ah, les gens ne comprennent rien. C'est à moi de les expliquer. C'est pas vrai. On va parler un petit peu plus dans le prochaine diapositive. Donc, il y a un petit texte aussi qui vient de Johanna De Angelis. C'est à peu près un peu de ce que je viens de dire. Les paroles nous arrivent imprégnées d'énergie lumineuse ou plus sombre. C'est comme si les paroles gardaient quelque chose de celui ou celle qui les a proférées, de la même façon qu'un tableau garde quelque chose du peintre. Vous voyez très bien l'image ici, c'est que ce qu'on dit, admettons, je parle de la politique canadienne ou de la politique québécoise, admettons. Je peux parler du premier ministre, du ministre de la Santé ou peu importe de qui je parle. Je peux parler des attitudes de cette personne, je peux parler des résultats du gouvernement, blablabla. Mais dans mes mots, dans mes paroles, il va toujours avoir quelque chose qui vient de moi. Puis je peux choisir qu'est-ce que je veux donner aux gens qui viennent de moi. Que je veux donner des mauvaises choses? Est-ce que je veux donner des belles choses? Je répète encore, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, s'il y a des choses qu'on considère qui doivent être montrées du doigt, disons comme ça, il y a différentes façons de montrer du doigt quoi que ce soit. C'est notre choix de choisir la façon de le faire. Pensez toujours à ça au moment de parler et choisissez ce que vous voulez émettre avec vos paroles. Ça nous remet un peu ce que je viens de lire de Jacques, qu'on soit lent à parler, puis qu'on soit lent à se mettre en colère. C'est toujours la même idée. Puis là, je vous amène une petite réflexion. Je vais dire ce que j'aimerais écouter si j'étais dans la même situation, puis je ne dirais pas ce que je n'aimerais pas écouter. Ça, c'est comme une mise en situation de ce que Jésus nous avait dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Je l'ai transformé, entre guillemets, quand on parle des paroles, mais c'est la même idée. Donc, ce que je vais dire, c'est quelque chose que j'aimerais écouter si j'étais à la place de l'autre. Puis là, on parle de l'empathie, etc. Puis je ne dirais pas ce que je n'aimerais pas écouter. Hey, mais là, ça, c'est pas. Dans certaines situations, on doit dire des choses. Surtout si on a des enfants, qu'on fait de l'éducation des enfants, il faut qu'on explique aux enfants certaines choses. Est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce que vous aimiez que vos parents vous disent des choses, entre guillemets, moins bonnes, des choses qui vous n'étiez pas d'accord? Non, à cette époque-là, on n'aimait pas entendre de nos parents des choses contre ce qu'on pensait. Genre, vous ne pouvez pas sortir ce soir, vous ne pouvez pas sortir avant de faire votre lit ou vous ne pouvez pas sortir cette semaine parce que vous avez fait ci, ci, ça ou vous n'avez pas fait ci, ci, ça. On n'aimait pas ça. Dans certains cas, en étant parent, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le dise. Mais que cette réflexion ici, que ces deux phrases puissent être plus ou moins un guide dans notre vie de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Surtout
ici, c'est pas nécessairement le message en tant que tel, mais c'est la façon de dire les choses. Donc, si je dois dire quelque chose, je peux choisir la façon que je l'ai dit. Puis il y a un autre point que je trouve peut-être le plus important dans cette réflexion. Je n'ai pas besoin de toujours donner mon opinion sur tout. Ça semble être simple comme idée, mais est-ce que vous réalisez combien de fois on donne notre opinion sans que ça soit utile ou sans que quelqu'un ne le demande? Normalement, c'est comme si on avait besoin, c'est comme si on se sentait obligé de donner notre opinion. On n'est pas obligé de donner une opinion sur tout. Ah, mais il faut que. Il y a des gens qui vont avoir un peu comment je dirais ça? Ils vont pas aimer être en silence. Quand on parle avec quelqu'un, on n'aime pas les petits bouts où personne ne dit quoi que ce soit. C'est comme s'il manquait quelque chose. Parfois, ça nous énerve. Parfois, c'est comme si on est dans une conversation, il faut absolument qu'il y ait des mots d'un côté et de l'autre. Non, un regard, puis un silence, parfois dit beaucoup plus que des mots. Le fait d'être en silence, admettons, si quelqu'un donne son opinion, puis on n'est pas d'accord avec cette opinion, si on reste en silence, le simple fait d'être en silence, c'est peut-être un message, c'est peut-être une indication à cette personne qu'on n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'on doit donner notre opinion toujours? Est-ce qu'on ne doit jamais donner notre opinion? Puis là, une autre façon de réfléchir que je trouve intéressante, c'est ce que j'ai écrit comme 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois, puis 5 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est dans une conversation avec quelqu'un, ça dépend de la situation. Si quelqu'un dit quelque chose qu'on n'est pas d'accord, puis on veut, disons, confronter cette personne parce qu'on n'aime pas trop ce qu'elle vient de dire, qu'on se pose la question, est-ce que ce qu'elle vient de dire va avoir une influence dans notre vie ou dans nos vies? Dans 5 minutes, dans 5 heures, dans 5 jours, dans 5 mois, dans 5 ans. Je donne un exemple. On est dans un avion, puis là, le pilote fait une crise cardiaque, puis le copilote ne peut pas, pour une raison X, Y, Z, ne peut pas piloter l'avion. Donc, l'hôtesse de l'air pose la question aux passagers, y a-t-il quelqu'un ici qui sait piloter un avion? Puis il y a un petit gars de 17 ans qui est dans la première rangée qui dit, ah, moi là, ça fait depuis 12 ans, ça fait 5 ans, 7 ans que je travaille avec les simulateurs de vol, donc je suis très bon, je sais conduire les simulateurs de vol. Puis toi, complètement au fond, toi, tu es un pilote expérimenté. Est-ce que ne rien dire à ce moment-là va avoir un impact dans 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 mois ou 5 ans? Dans un cas comme ça, normalement, on n'a pas vraiment de doute. Là, il faut qu'on dise quoi que ce soit. Il faut qu'on se lève et qu'on dise moi, je suis un pilote. Parce que là, ça peut avoir un impact brutal sur la vie de tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un, comme j'ai déjà vu une situation, s'il y a quelqu'un qui dit que la distance entre Montréal, Québec est 250 kilomètres, puis il y en a quelqu'un qui dit non, 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 c'est 270. Puis il y en a quelqu'un qui dit non, c'est 250. Puis un autre qui dit non, c'est 270. C'est quoi l'influence si jamais je décide de ne pas continuer la discussion? Est-ce que ça va avoir un impact dans 5 minutes, dans 5 heures, dans 5 jours, dans 5 mois ou dans 5 ans? Ça va avoir aucun impact parce que la distance de Montréal ne va pas changer à cause du fait qu'on se dispute par rapport à ça. Donc, parfois, il y a des choses que si l'impact, c'est dans 5 minutes, entre guillemets, je n'aurai pas le choix vraiment de sauter sur l'occasion. Mais si l'impact est dans 5 heures, admettons, s'il y a quelqu'un qui parle du souper de ce soir, mais on est à 9 heures du matin, si je ne suis pas d'accord, peut-être je n'ai pas besoin de sauter sur l'occasion, peut-être je peux attendre une occasion plus tranquille pour parler à la personne en particulier. Vous voyez un peu où je veux venir? C'est que le fait de réfléchir aux conséquences de laisser passer quelque chose, c'est beaucoup plus important que de parler par soi-même.
Parce que n'oubliez pas, je n'ai pas besoin de toujours donner mon opinion sur tout. On n'est pas obligé. Souvent, ça va être notre ego qui va nous pousser à parler, mais non, on n'a pas besoin. Puis on réalise qu'il y a des choses qui vont parler, admettons, sur le futur. Il y a des gens qui vont parler, non, non, mais avec le gouvernement qu'on a présentement, ce sera impossible d'atteindre les cibles de réduction de gaz carbonique, de gaz à effet de serre. Ben, peut-être on a un impact dans 20 ans, 5 ans. C'est peut-être quelqu'un qui va considérer que l'impact est tout de suite, là. Donc, dans un cas comme ça, c'est peut-être un peu plus touché comment qu'on va réagir. Est-ce qu'on doit donner notre opinion? Il y a des gens qui sont plutôt enclins à parler du climat, comme moi d'ailleurs, qui va peut-être sauter sur l'occasion pour essayer d'expliquer c'est quoi le réchauffement climatique, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, d'où ça vient. Puis là, Greta Thunberg, c'est quelqu'un qui ne va pas laisser passer une opportunité de parler du sujet. Il y a des gens qui sont comme plus ou moins inclins à laisser tomber ça. Peut-être pour ces gens-là, ce n'est pas nécessaire de donner son opinion. C'est dans ce sens-là. Donc, gardez ça aussi, là. Ne pas tout dire d'abord, parce qu'on n'a pas besoin de donner notre opinion tout le temps. Ensuite, parce que ça peut être quelque chose que je n'aimerais pas écouter. Puis la troisième chose, ça se peut que c'est quelque chose qui n'a pas d'impact immédiat, donc je peux parler de ça un peu plus tard. Puis, pour compléter, il y a comme un extrait de quelqu'un que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé ça dans mes recherches sur Internet. Il y a quelqu'un qui dit « Un grand pouvoir réside dans vos paroles, car elles sont des pensées auxquelles vous avez donné une énergie additionnelle. Soyez conscient de ce que vous dites. Pesez vos mots. Le moment est spectaculaire lorsque vous interceptez des paroles malencontreuses, car cela signifie que vous êtes en train de devenir plus conscient. » Oui, c'est Rhonda Byrne. Elle appelle ça un moment spectaculaire lorsqu'en dedans de nous-mêmes, nous interceptons des paroles malencontreuses. Ça veut dire qu'on réfléchit un peu à ce qu'on dit. Puis là, quand on dit intercepter des paroles malencontreuses, c'est vraiment qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait dire, on a compris que ce n'était pas quelque chose d'utile, on a compris que ça n'avait pas d'importance dans les prochaines 5 minutes ou 5 jours. On a compris que ça peut être quelque chose qui vient de notre ego. Puis là, on a pris la décision de ne pas dire, de ne pas parler ces paroles malencontreuses. Puis là, elle nous dit, ça signifie que vous êtes en train de devenir plus conscient. Puis en fait, c'est ça qu'on cherche, non? Devenir plus conscient. Donc, on finit avec les mots de Rhonda Byrne. Puis c'est ça que j'avais à vous présenter. Laisse-moi trouver une façon ici. Ici, là, stop share. Donc, c'est ça. Je suis ouvert à des commentaires.